Apparemment, de nos jours, il faut être académicien ou avoir sa carte de club littéraire pour oser avoir quelques délicatesses dans le verbe. Le jeune poète est trop vite ostracisé pour avoir préféré un mot sans synonyme, distiller les virgules, et pratiquer l'inversion sujet-verbe quand il s'agit de demander à un compère « Ouais, cousin, bien ou bien ?» Rares sont les lettrés qui savent que renard est encore beau et que ronsard daigne encore émouvoir. Alors, si vous en êtes, et que l'usage élégant de votre parole est apprécié parmi vos gens, il n'y a pas à rougir de s'en attribuer le mérite. Poil à la bite. Quiconque peut s'obstiner à chercher inlassablement cette qualité. L'on pourrait y laisser quelques rides et y sacrifier même toute notre bonne volonté, elle nous échappe. Un jour, notre vigilance est trompée au détour d'une conversation, et l'on se prend à penser que notre modeste pomme est perchée un peu plus haut que notre voisin dans le grand arbre de l'existence. On se voit, impétueuse condescendance, donner des leçons à celui qui a eu le bon sens de solliciter notre jugement. Parce qu'on est flatté, parce qu'on n'est pas vraiment flatté ailleurs. Alors, il est salutaire de fermer à culpa, et se remettre à chercher ce trait de caractère qui dessine la grandeur des hommes. L'humilité. Y a-t-il denrée morale plus rare et plus désespérément nécessaire à l'univers que l'humilité ? Moi qui cause dans le poste, je faillis régulièrement à rester à ma place, celle d'un homme parmi les hommes qui cherche maladroitement le propre chemin vers son bonheur terrestre. Nul homme n'est véritablement humble, alors que tous devraient chercher à l'être. Cette beauté de l'esprit est piétinée d'innombrables manières, plus ou moins considérables, par moi, vous, nous tous. Pensez que nous sommes les seuls civilisés dans une galaxie dont nous ne percevons qu'une miette de l'immensité. Imaginez toucher, par l'entendement, la pensée divine et s'en faire le grotesque porte-parole. Se persuader que la plaque sur la porte d'un bureau nous donne un quelconque droit au traitement humiliant et débilitant de pauvres âmes qui s'échinent à nous satisfaire. Tout simplement imaginer avoir une sorte de pouvoir, ou savoir tout ce qu'il y a à savoir d'un sujet. Il suffit d'y réfléchir juste un instant pour se morfondre face à notre ridicule dans l'effort d'avoir notre petite gloriole éphémère, avant de retourner croupir dans l'ombre d'un anonymat insupportable pour nos crânes de nombrilistes ambitieux. Afin de tenir à l'écart la folle idée qu'il faudrait s'esbaudir de mes 1000 talents, je garde précieusement dans mon officine le talisman implacable de l'homme humble. Un miroir. Toujours prompt à me ramener au sac de viande et d'os qui se regardent sans cesse sans se voir, la glace ne nous renvoie pas notre reflet. Plus puissamment encore, elle nous renvoie dans la figure la banale réalité de notre personne. L'évidence solennelle que notre présence est un arrangement heureux de molécules et que je ne suis qu'une créature qui sait donner des noms. Mais il convient de faire une importante distinction entre penser qu'on est moins bien et ne pas penser qu'on est meilleur. Il ne s'agit pas de veiller à s'aplatir en toute occasion en compliments et en autoflagellation. Toutes ces manières sont insultantes, puisque dans l'effort acharné de grandir notre voisin, il y a une sorte de précaution qui ne se vexe pas de notre propre grandeur. L'humilité véritable s'ignore. Elle laisse en coulisses une quelconque idée de rang et de hiérarchie pour accueillir avec bienveillance son prochain. Elle sait que l'existence est un apprentissage perpétuel et qu'il y a en toute chose nourriture à notre éducation. L'élève est arrogant de ne penser n'avoir peu ou rien à apprendre du maître, mais le maître serait impunément prétentieux d'imaginer pouvoir asseoir sa souveraineté intellectuelle sur l'élève, sans considérer qu'il a dans cette argile encore informe des trésors d'inventivité et d'audace. L'humilité unit le docte et l'ignare dans un concert d'harmonie classique maîtrisée et de fougueuses envolées baroques. Prenez un supporter de football. Mettez des gants auparavant, ça transpire la bière. Dans son défoulement, il est bon pour lui de se savoir plus compétent ou plus lucide sur les choix tactiques qu'un professionnel reconnu qui suit un groupe pendant toute une semaine, qui interagit directement avec son équipe et visionne à de multiples reprises tous les matchs nécessaires. Le supporter, il s'en moque bien de tout cela. La fatigue, la frustration sont autant de légitimations de la bougonnerie complaisante avec laquelle il saigne des jugements définitifs d'une nullité qu'il n'a même pas vraiment les moyens de lire. Alors on pourrait répondre que dans ce cas, on peut plus rien dire, on peut bien se défouler dans l'intimité de sa chaumière, et si on sait quelque chose et qu'on sait qu'on a raison, on peut le dire, non mais c'est quoi cette censure, et depuis quand on peut pas dire ce qu'on pense, et pour qui il se prend celui-là ? Certes, soit. Cependant, ma harangue a pour but de souligner la différence entre poser sans transiger une idée que l'on retient juste, et soumettre à l'appréciation une notion qui nous semble valide. Le même geste, mais quelle différence dans l'attitude ? Quelle dichotomie fondamentale entre un cœur fermé et con
et un esprit tranquille dans la main qu'il tend. Le monde d'aujourd'hui fait de la prétention une vertu qui définit l'autorité d'un individu dans un domaine. Ainsi, c'est l'époque des jurys télévisés. De tous ces programmes que l'on regarde captivé parce qu'il y a la carte blanche à épancher sa prétendue science dans le but seul de démolir la proposition de l'infortuné candidat. Cette impossibilité de penser que peut-être on devrait songer à faire mieux de son côté avant de trouver défaut à notre voisin, cette impossibilité, dis-je, est validée quand on voit que le paysage télévisuel d'aujourd'hui est constellé de grands dadais qui ont mérité, Dieu sait pourquoi, du temps d'antenne pour venir nous dire que ceci n'est pas assez bien et cela génial. Mais regardez-vous! Vous êtes endoctriné vers la pulsion crasseuse de donner votre avis à tout bout de champ. Votre cervelle a été martelée par l'idée présomptueuse que vous avez une quelconque légitimité à exercer un droit critique dans un domaine dont vous ne connaissez rien. Ça n'est pas pour rien si le dictionnaire segmente dans 2 mots séparés un avis et un jugement. De même que ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui le mot critique n'est plus entendu que par un avis négatif. La critique est une appréciation raisonnée, une évaluation souvent subjective d'une œuvre relevant ses forces, ses faiblesses et ses particularités contextualisées afin d'en déterminer la qualité de réalisation de son intention. C'est un exercice difficile, demandant de solides connaissances du sujet ainsi qu'une perception aiguë des caractéristiques remarquables de l'objet critiqué. Exercice désormais galvaudé n'importe comment et surtout par n'importe qui. Peuple du monde, foutez-vous la paix. Chacun fait ce chemin, chacun fait des tentatives. Ou alors non, faites comme bon vous semble, vous avez vos préoccupations, j'ai les miennes. Je réalise tout à coup qu'il y a dans mon monologue très peu d'humilité, à pontifier ainsi de ce qui est humble ou pas. Vous m'en direz ce que vous en pensez, et j'accueillerai avec sérénité et bienveillance la plus véhémente des remarques. Car, comme je l'ai dit, je cherche encore. Je cherche tout le temps. L'humilité, c'est quoi? L'humilité. Peut-être est-ce simplement fermer sa gueule.